L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission L'heure de pointe, le magazine de société de radioprésence en partenariat avec la Nouvelle République et la Dépêche du Midi. Merci à Delphine Pereira qui est toujours présente. Oui, j'ai mon petit clic-clac dans un coin ici. Vous êtes bien ici. Très bien. Oui. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet difficile, fort humain et parfois tabou, celui de la fin de vie et plus précisément de l'accompagnement en soins palliatifs. Alors comment accompagner la fin de vie avec humanité et dignité ? Que sont vraiment les soins palliatifs et en quoi diffèrent-ils d'autres soins ? 10 lits pour tout un département est suffisant pour répondre aux besoins des Hautes-Pyrénées. Pourquoi cette nouvelle unité a-t-elle vu le jour à Bagnères de Bigorre 2 ans après la fermeture de celle de Tarbes ? Comment l'établissement de l'Arbizon combine-t-il soins palliatifs et oncologie en lien avec la Ligue contre le cancer ? Et dans une société laïque, quelle place donner à la spiritualité et aux religions dans l'accompagnement en fin de vie, alors que 2 lois majeures sur la fin de vie et les soins palliatifs vont être débattues au Parlement ces jours prochains. Avec Delphine Pereira, nous ouvrons le dialogue. Alors, avec nous aujourd'hui, pour en discuter, 2 médecins. Le docteur Cédric Mignonat, vous êtes président de la CME. Ça veut dire quoi, CME ? C'est le comité médical d'établissement. Et responsable donc, du service des soins palliatifs. Et puis, à côté de vous, le docteur De Rosa Melchior. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes oncologue de formation, mais vous allez nous dire que vous avez été le fondateur des premiers soins, un des fondateurs des soins palliatifs dans ce département. Un chiffre pour débuter. Vous me disiez que 21 départements en France n'ont aucun soin palliatif. Donc pas d'unité de soins palliatifs. Du SP. Voilà, c'est l'acronyme unité de soins palliatifs. Alors après, il faut savoir quand même que tous les soins palliatifs ne sont pas faits dans des USP. Et fort heureusement, la plupart des médecins généralistes, en libéral, font quand même des soins palliatifs. Il faut savoir également, en France, il y a une organisation avec des lits identifiés en soins palliatifs qui sont dans les établissements, avec également des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, bien souvent, malheureusement, elles restent intra-hospitalières parce que faute de moyens. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que les USP qui font des soins palliatifs. Néanmoins, c'est quand même des centres experts sur les territoires et c'est ça qui est un grand manque du coup en France. Donc nous, on a eu la chance d'en ouvrir une, mais il reste encore beaucoup de départements, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup 21 qui n'ont pas encore d'unité de soins palliatifs, dont le département limitrophe, le Gers. Le Gers. C'est de chez nous. Donc vous vous occupez aussi, je crois, du sud du Gers, des gens qui viennent du sud du Gers, qui viendraient vers chez vous. On n'a pas dit où c'était, donc vous êtes à la MGN L'Arbizon, à Bagnères de Bigorre. C'est un centre de rééducation. Alors que vient faire des lits de soins palliatifs dans un centre de rééducation? Donc, alors moi, je sais que je suis arrivé à l'Arbizon il y a 4 ans, et c'est là, du coup, pour moi, tout l'intérêt de ce projet, c'est qu'à la base, du coup, historiquement, c'est un centre, du coup, de rééducation, comme vous l'avez dit, avec néanmoins une petite histoire de soins palliatifs, puisqu'ils avaient 4 lits identifiés en soins palliatifs, c'est-à-dire c'était pour des patients qui avaient une maladie chronique en prise en charge palliative, mais qui était relativement équilibrée. Et moi, quand j'étais à cet établissement, alors moi, j'ai travaillé beaucoup en oncologie, en cancérologie, où il est important de prendre en charge le patient dans sa globalité. Et quand j'ai visité du coup l'Arbizon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnels différents qui pourraient du coup intervenir auprès de nos patients et proposer des soins de support en oncologie. Donc c'est vrai qu'à l'Arbizon, on a des kinésithérapeutes, des ergothérapetes, des enseignants en activité physique adaptée, une orthophoniste qui nous aide beaucoup pour les soins palliatifs également, des assistantes sociales bien sûr. Donc voilà, un personnel diversifié, pluridisciplinaire, voilà, varié, avec également des plateaux techniques. Et du coup, pour mes patients atteints de cancer, voilà, d'avoir accès à 2 plateaux techniques, une balnéothérapie, c'est ça du coup l'idée, du coup d'utiliser en fait les moyens du centre de rééducation pour les patients atteints de cancer. Et avec l'arrivée du docteur De Rosa, voilà, qui a poussé un peu plus loin l'idée de proposer ça aussi aux patients du coup en soins palliatifs, d'autant plus que l'unité de soins palliatifs de la clinique de Lormeau avait fermé il y a 2 ans. Alors 2 ans sans lit de soins palliatifs dans le département. Est-ce que, docteur De Rosa, vous pouvez un peu, puisqu'on l'a dit au début de cet entretien, l'historique un peu des premiers soins palliatifs dans le département des Hautes-Pyrénées? Je pense que ça remonte aux années 90 quand même. Et c'était un petit peu en lien avec ce qui se passait dans le monde anglo-saxon et au Canada. Vous avez quelques années d'avance sur nous. Et petit à petit, quand même, on était confrontés, surtout en cancérologie,
à des fins de vie qui étaient atroces. Beaucoup de spécialités, notamment la pneumologie, ne voulaient pas utiliser la morphine. La morphine étant un dépresseur respiratoire, donc les pneumologues étaient un petit peu contre. Donc on assistait à des fins de vie un peu cataclysmiques. Et à cette époque-là, faute de moyens, on avait d'autres outils qui s'appelaient des cocktails lithiques. Enfin, les cocktails lithiques, c'était un petit peu l'utilisation de neuroleptiques et de morphine en intraveineux. On n'avait pas d'autre choix, on ne savait pas faire autre chose que calmer les gens quand on était vraiment dans une impasse totale et qu'on voyait des souffrances abominables. Donc il y avait un produit qui s'appelait le DLP. Il associait 3 médicaments et le patient s'endormait. Alors après, il fallait piloter. C'était déjà une sédation profonde, mais avant l'heure, pas construite, pas réfléchie, pas étudiée. Et il y avait des euthanasies un peu sauvages à une certaine époque, parce que les gens n'avaient pas de moyens, il n'y avait pas cette connaissance de l'accompagnement des symptômes d'inconfort liés à la fin de vie. On était démunis. Donc il y a eu cette prise de conscience, développée, je le répète, par des expériences venant de Grande-Bretagne, du Canada et de quelques autres lieux. On s'est enrichi de cette expérience-là. Moi, j'ai fait un DU de soins palliatifs en 93 et 94 dans la foulée, puis un diplôme sur la douleur pour essayer d'améliorer un peu mieux la prise en charge des échecs thérapeutiques, de la douleur en général. Ça a été les premières étapes de formation. Et très vite, avec d'autres confrères médecins, le docteur Martin Couder et d'autres médecins qui sont partis, quelques infirmiers, on a mis en place ce que j'appellerais une ébauche de réseau. On n'était pas nombreux, mais on allait aux 4 coins du département, accompagner, aider les médecins traitants et les infirmières à gérer des situations qui étaient intenables ou qui étaient vraiment très douloureuses. C'était un petit peu archaïque, mais c'était volontaire, c'était bénévole. Et cette expérience-là, aidée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'époque, a débouché sur la mise en place de ce qui va devenir le réseau Arcade, qui était pour nous l'idéal. Et le réseau Arcade, uniquement un réseau de soins palliatifs, qui était vraiment un quadrillage de l'ensemble du département, avec des équipes mobiles dans chaque hôpital, équipe mobile à l'hôpital de Lourdes, l'hôpital de Bagnères, l'hôpital de Tarbes, j'en oublie, à l'hôpital de Lannemezan et à la clinique de Lormeau. Donc 5 équipes, plus des équipes au domicile, libérales. Donc on avait un raccord entre libéraux et hospitaliers, et avec des réunions hebdomadaires. Tout le monde discutait des situations et ça marchait très bien. On avait beaucoup, l'ensemble des généralistes et des infirmiers jouaient le jeu et ça marchait très bien. Bon, après, ça a duré des années. Le réseau Arcade était cité au niveau national comme une expérience, je dirais, remarquable en termes de prise en charge de soins palliatifs et de quadrillage du département. Et c'était que Arcade, c'était que du soin palliatif. Et que dans les Hautes-Pyrénées. Oui, que c'est pas quelque chose. On ne retrouvait pas des réseaux dans les autres départements. C'était voilà. Il y a d'autres réseaux dans les autres départements. Il y avait d'autres réseaux dans les autres départements. Il faut savoir que maintenant les réseaux ont disparu et ils sont inclus dans les DAC. Alors c'est des dispositifs d'appui à la coordination. Pardon, il y a beaucoup d'acronymes en médecine. On va essayer. Voilà. Et faut savoir que quand même c'était un réseau qui permettait du coup d'avoir une veille téléphonique 24 heures sur 24. Où, du coup les infirmiers libéraux et le médecin traitant pouvaient appeler du coup les infirmières du réseau et un médecin du réseau également, 24 heures du 24 heures sur 24. Et ça qui est important parce qu'en soins palliatifs, du coup, un des maîtres mots des soins palliatifs, c'est d'anticiper les choses. Et donc, en fait, le but du réseau est de faire des prescriptions anticipées que les infirmières pouvaient déclencher à tout moment. Et bien souvent, en plus, les problèmes se passent le week-end et la nuit quand les médecins traitants ne sont pas disponibles. Et donc, du coup, ça permettait de sécuriser le domicile ou en tout cas de temporiser 2-3 jours en attendant, du coup, qu'une place soit disponible en hospitalisation. Et alors, finalement, c'est quelque chose d'assez récent, le soin palliatif. C'est une partie de la vie qui n'était pas finalement traitée. Exactement. Alors il y avait un déni. La mort fait partie de la vie. Mais la mort a toujours été tabou depuis. Donc, et il y avait moderne. cette petite partie qui, on laissait faire finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on a mal laissé faire quelque part. Alors, il y avait un problème de formation aussi. Après, ça dépend aussi du parcours personnel de chaque soignant. Mais c'est vrai que la fin de vie n'intéressait pas grand monde, et surtout pas le monde hospitalier à une certaine époque. On en était à faire des opérations extraordinaires, à développer des techniques innovantes, à développer des médicaments et des thérapies de plus en plus perfectionnées. Mais
la fin de vie, c'était pas très bien vécu dans les hôpitaux. La mort restait un petit peu tabou jusqu'à il n'y a pas longtemps. Oui, justement, on a l'impression qu'on se rattrape maintenant, Oui. et ça va assez vite. Oui, Après, ça dépend des sociétés Oui. aussi. oui. Mais après, c'est vrai que les sociétés occidentales, on voit très bien en cancérologie, où on faisait des études du coup avec des grosses chimiothérapies, avec beaucoup d'effets indésirables, mais ça on les mettait de côté. Tout ce qu'on voulait voir, c'était est-ce que le patient gagnait des jours de vie, peu importe la qualité de vie. Alors maintenant, ça a bien changé. On privilégie, on fait la part des choses entre le rapport bénéfice-risque. Est-ce que du coup, il y a vraiment l'intérêt pour ce patient à faire une chimiothérapie, alors qu'en fait, on va pas forcément, on va dégrader sa qualité de vie plutôt qu'autre chose. Si on sait que malheureusement la chimio n'aura pas d'effet sur la maladie, on essaie que les derniers jours soient les moins douloureux possibles Oui, alors ou inconfortables. c'est pour ça qu'on fait quand même des C'est ça. chimiothérapies qu'on appelle des chimiothérapies palliatives, au sens où elles sont là pour essayer d'éviter qu'il y ait d'autres symptômes. Mais si en fait la chimiothérapie crée plus de symptômes en étant à cause des effets indésirables qu'elle en enlève, ben, en fait du coup il n'y a pas d'intérêt à la faire. C'est une situation très difficile. Parce que derrière, vous avez un patient et vous avez un médecin à l'autre côté. Il y aura parfois des difficultés en fonction du lien établi entre eux depuis parfois des années. Le médecin traitant, Le médecin oncologue D'accord. va avoir des difficultés à dire à la personne, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a permis de gagner du temps, on a avancé, mais aujourd'hui, ça continue à évoluer, on est en échec, et que faire? Et ce discours-là est très douloureux et difficile pour les deux. Pour le médecin, pour exprimer ce qu'il doit faire ou pas faire, et pour le patient qui n'a pas forcément envie d'entendre qu'il est en échec thérapeutique et qu'il n'y a plus rien à proposer. Donc dans le dialogue se jouent beaucoup de choses là, à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas forcément une clarification à ce moment-là, on a des abus parfois. Le médecin va être en difficulté lui-même, et il va peut-être donner un rendez-vous plus tardif, ou on va essayer un nouveau traitement, peut-être un peu moins toxique, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et en même temps, le patient n'avance pas dans sa démarche personnelle non plus. Mais ça a tendance un peu à évoluer favorablement. Quand même, les médecins aujourd'hui ont de plus en plus conscience de leurs propres difficultés, et on avance quand même beaucoup mieux maintenant. Il y a un message, quand on préparait cet entretien, vous disiez que souvent, dans la tête des gens, soins palliatifs égale mort. Et vous disiez que non, pas forcément. Vous êtes là aussi pour autre chose. Vous accompagnez des gens qui ne sont pas en fin de vie. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à travers les chimiothérapies, où on fait des chimiothérapies au sens pour diminuer, ralentir la progression de la maladie, du coup diminuer les symptômes. Mais il faut savoir que depuis qu'on a ouvert notre USP depuis le début de l'année, il y a 40% des patients qui rentrent en unité de soins palliatifs qui ressortent chez eux à la maison, alors au domicile, disons. Le domicile qui peut être des EHPAD. Donc c'est vrai qu'une unité de soins palliatifs, c'est pas un endroit où les gens viennent mourir. C'est un endroit où en fait les gens sont dans une démarche palliative, où on sait qu'on ne pourra pas les guérir de leur maladie chronique, qui peut être du coup un cancer bien souvent, mais pas que. Ça peut être aussi une insuffisance d'organes, une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale. Et ils peuvent avoir du coup au cours de cette maladie du coup des symptômes aigus. Donc symptômes aigus, classiquement il y a surtout la douleur, mais aussi ça peut être un problème respiratoire, tout un tas de problèmes. Et suite à cette symptomatologie, on les hospitalise chez nous, on traite les symptômes. Et une fois que les symptômes qu'on les a résolus, le patient peut rentrer du coup chez lui. Et au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie, on sait qu'il reviendra chez nous, on retraitera les symptômes. Et un jour, peut-être qu'il ne pourra plus rentrer chez lui et qu'on le gardera jusqu'au bout. Mais c'est vraiment nous, et c'est ce qu'on développe, et c'est notre vision de l'unité de soins palliatifs, c'est comme un lieu de vie où les patients rentrent chez nous, on traite les symptômes, et puis on essaye d'écouter leurs souhaits. Si leur souhait c'est de rentrer, on essaye de tout faire pour qu'ils rentrent chez eux, avec des fois l'aide de Résapi dans le département, avec la mise en place de l'HAD à domicile aussi. L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. À domicile. C'est une personnalisation des soins et de l'accompagnement quand même. On ne met pas tout le monde à la même sauce. La prise en charge, elle essaye en tout cas d'être vraiment personnalisée, individuelle. De l'anniversaire, en passant par les animaux de compagnie de la personne, de son projet de vie, ce qui vient d'être dit, aussi de ses habitudes. On essaie d'en faire un lieu de vie. Et c'est vrai qu'on répond à des tout petits projets. Alors, c'est des patients, je me souviens, on avait un patient qui était hospitalisé
en continu dans différents services depuis 6 mois et qui n'avait pas vu la lumière du jour. Son seul souhait, c'était de descendre sur le terrasse et de voir les Pyrénées et le soleil. Alors c'est vrai qu'il y avait cette difficulté du transfert entre le lit et le fauteuil où il était à chaque fois très douloureux. Et donc on a pris un peu de temps, on a équilibré le traitement pour la douleur. Et voilà, il a pu descendre pendant 15 jours sur la terrasse avec vue sur les Pyrénées. Et bon, bien sûr, il est décédé chez nous. Mais ça, c'est des petits projets qu'on essaye de faire tous les jours où un autre patient voilà, avait le poursuit d'aller voir la Vierge du Béda juste au-dessus de chez nous. Et c'est vrai qu'un week-end, du coup, mais pareil, alors on avait demandé aux pompiers de nous donner une chaise à porteur. Donc on a porté avec le diététicien et une enseignante activité physique adaptée ce patient. Donc il a pu aussi voilà, faire quelques photos et redescendre. Donc on fait des petits projets comme ça. Un autre voulait manger du bœuf de Kobe parce qu'il n'en avait jamais goûté. Donc sa famille a été le chercher. Nos cuisines ont cuisiné voilà, pour lui et il a mangé ça. Voilà. C'est Ce sont sur des tout petits mesure. projets. C'est sur mesure ce que vous faites. Alors après, Chaque personne, bien sûr, est Tout à fait est différente et sa pathologie aussi. C'est là où on toujours, individualise. Après, voilà, voilà, là, c'est des situations où on a vraiment répondu au projet des patients. Après, c'est pas tous les jours comme ça. Des fois, malheureusement, on peut pas y répondre. C'est pas tous les jours, voilà, des situations idéales comme ça. Alors, oui, pardon. L'unité compte 10 lits, donc on peut se dire que 10 lits, c'est vraiment peu. Mais vous, votre intention, c'est de mettre l'accent justement sur le soin palliatif et pas seulement dans une unité de soins palliatifs. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que Divy, ça peut paraître peu sur le territoire. Et classiquement, on dit qu'il faut à peu près 10 lits pour 110 000 habitants. Et c'est vrai qu'une unité de soins palliatifs, c'est là où ce que disait le docteur De Rosa quand on préparait l'émission, c'est vraiment symbolique au sens où on ne va pas prendre en charge tous les patients en soins palliatifs des départements. Mais comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, l'USP, c'est un petit peu l'endroit où les patients vont être le plus complexes, mais vont également insuffler une culture palliative aux différents établissements du territoire qui ont des lits identifiés en soins palliatifs, aux équipes mobiles et avec l'aide également du réseau Résapi, enfin pardon, de Résapi dans le département avec l'HAD dans Résapi, donc au domicile des patients. Et nous, voilà, l'USP, elle a un rôle du coup de prendre en charge les patients, mais également un rôle de formation des soignants, de formation en soins palliatifs. Donc c'est vrai qu'on reçoit souvent des bénévoles en soins palliatifs, des infirmières, des aides-soignantes, des stagiaires, bientôt des internes également en médecine, et également un rôle de recherche que nous développons. Enfin, nous venons d'ouvrir, mais nous partons déjà sur ces trois grands axes de développement. Voilà. Et de l'information aussi générale, parce qu'il faut diffuser cette culture-là. Donc ça passe par former aussi les SIAD, les équipes dans les EHPAD, enfin, toutes les structures qui accompagnent le patient à domicile ou à proximité. Il y a tout ce travail de formation interne dans l'établissement déjà aussi, mais aussi externe, c'est pas rien. Pour diffuser cette culture de soins palliatifs. Oui, exactement. Et dans cette but d'externalisation des soins palliatifs, de communication, alors c'est vrai qu'on a le projet d'ouvrir un petit peu l'USP une fois par mois, ou vraiment aux soignants du territoire de venir faire du coup un jeudi soir par mois sur une thématique autour des soins palliatifs, une soirée un petit peu débat. Également, voilà, on organise aussi en juin prochain du coup un séminaire du coup à Bagnères de Bigorre concernant les soins palliatifs qui sera du coup, ouvert aux soignants du territoire. Et on a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec l'équipe mobile de l'hôpital de Bagnères sur ces thèmes-là pour qu'il y ait vraiment une diffusion très importante. Et à terme, on voudrait qu'il y ait 2 têtes de pont sur le département. Enfin, on travaille pour Votre cela. souhait Dans le domaine des soins palliatifs. Pour la diffusion de cette culture-là, il y aurait donc l'USP en tant que lit et l'autre côté, Résapi, qui est le relais santé Pyrénées. Et à l'intérieur de Résapi, il y a le DAC, on en a parlé, dispositif d'appui à la coordination, et l'HAD, qui intervient aussi sur le terrain, y compris dans le domaine des soins palliatifs. Donc il y aurait 2 systèmes qui travaillent déjà ensemble, et qui vont encore travailler mieux dans l'avenir ensemble pour essayer justement d'arriver à cet objectif de diffuser cette culture, de faire une information au grand public qui est nécessaire avant les deux lois à venir quand même. Il y a quand même une demande, une forte demande de la population. Alors, on l'a dit, hein, donc il y a ces lits chez vous à LMG l'Arbizon, mais également on peut l'avoir si on est dans un centre hospitalier, dans une EHPAD ou bien à domicile. C'est ce que vous nous dites. Hein. Ce sont ces unités mobiles qui vont venir, bien sûr, discuter de traitement à mettre en place. Hein. Ou du dispositif à mettre en place avec les infirmières libérales, avec les médecins qui viennent. Oui, tout à fait. Alors, donc c'est vrai que, comme je vous dis, les soins palliatifs ne sont pas faits que dans les USP, et la plupart des patients sont aussi pris en charge du coup à domicile par le monde libéral ou par Résapi.
Alors RESAPI, pour simplifier, il y a dans RESAPI un dispositif d'appui à la coordination, donc une coordination entre la ville et l'hôpital, et également du coup l'HAD, qui est vraiment l'hospitalisation à domicile quand ce sont des patients en soins de vie qui nécessitent une technicité. Et, Alors, juste pour information, RESAPI n'est pas un réseau, c'est Relais Santé Pyrénées. Et dans leur structure, ils ont absorbé historiquement le réseau Arcade dont on parlait On parlait tout à l'heure. au début, Voilà. qui a, dans les années 90, qui est 2000. 2000. Allez, 2000. Et Alors, juste, oui. pardon, excusez-moi, je vais juste Oui. ajouter quelque chose par rapport donc, à notre unité. Donc, c'est des patients qui ont les symptômes les plus aigus qu'on hospitalise. Mais après, nous, on a vraiment le souhait que les patients restent à domicile aussi. Donc, pour qu'ils restent à domicile, il y a ce dont je vous ai parlé, des équipes mobiles de soins palliatifs, donc intra-hospitalières, également l'HAD. Mais nous, on a développé également un hôpital de jour pour revoir les patients à distance de l'hospitalisation, pour voir si en fait tout ce qu'on a prévu lors de la sortie est mis en place à la maison. Est-ce que le traitement qu'on a mis en place au niveau de la douleur est bien équilibré? On peut du coup revoir le patient, rééquilibrer les choses. Est-ce que notre ergothérapeute qui fait des visites à domicile, qui avait prévu du matériel, est-ce que ce matériel a été mis en place? Est-ce qu'il faut faire évoluer ce matériel? Voilà, donc le but de l'hospitalisation à domicile, c'est de revoir les patients dans le but qu'ils ne soient pas hospitalisés. Voilà. Donc, vous rendez vous-même, enfin, l'équipe chez le Exact- patient? alors, exactement, il y a une ergothérapeute et l'assistante sociale qui se rendent, donc on appelle ça des visites à domicile, Oui. au domicile du patient pour voir son lieu de vie, pour essayer de l'adapter le mieux possible, aussi bien au niveau des aides techniques avec l'ergothérapeute qu'au niveau des aides aussi humaines ou avec les aides financières dont il peut avoir besoin grâce à l'assistante sociale. Alors, juste pour revenir sur ce qui était avec le réseau Arcade et qui me paraissait être un bon système, parce qu'il y avait une petite réunion qui était organisée au domicile du patient en question, en présence de sa famille, en présence du médecin traitant, de l'infirmière traitante, du médecin à l'époque du réseau Arcade, que j'étais, et de l'infirmière du réseau Arcade. Et il y avait un travail de compagnonnage. On parlait de diffusion de soins palliatifs. Et ça, de patient en patient, de situation en situation, d'abord le médecin traitant, c'était pas, on n'imposait rien, c'était vraiment un compagnonnage, on travaillait ensemble, il n'y avait pas de hiérarchie. Les soins palliatifs, ce n'est pas une spécialité. Ce n'est pas du tout une spécialité médicale, c'est un peu de savoir-faire, un peu, et surtout de savoir-être, et surtout de l'humilité. Donc on reste, parce que chaque situation est parfois complexe, et on peut être vite débordé. En deux mots, Voilà. vous êtes les spécialistes de la douleur, du traitement de la douleur, quelque part. Par force, en affrontant la fin de vie et en matière de cancérologie, on est confronté effectivement à de la douleur physique, mais pas que. Il y a la douleur psychologique, qui est parfois tout aussi importante. Oui. Il faut bien faire la part des Oui. choses, parce que les traitements ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a la souffrance aussi, on en a parlé tout à l'heure, spirituelle. Et il y a la souffrance, ce qu'on appelle Et on en aussi parlera, oui. sociale. Qui existe aussi. Il y a la prise en charge de la douleur et le respect des volontés du patient, qui sont des enjeux centraux en soins palliatifs. Comment sont-ils assurés dans votre service? Vous n'avez pas compris la question. Non, C'est que je vois, j'ai pas été bon. Je vois, il y a quelque chose. La prise en charge de la douleur et le respect des volontés du patient sont des enjeux centraux dans les soins palliatifs. Voilà. Qu'est-ce que lui veut? Vous l'écoutez. D'abord, ce qu'il veut dans un premier temps, c'est ne pas souffrir. Voilà, je crois que la priorité, d'abord, c'est la prise en charge, effectivement, ce qu'on appelle, nous, des symptômes d'inconfort. Tous les symptômes d'inconfort. Et effectivement, un des plus pénibles, c'est la douleur. Alors, la douleur physique, en général, il y a la pathologie, mais aussi il y a la douleur psychologique. Oui, parce que quand on rentre chez vous, ça sent pas bon quelque part. Pas toujours. Si on peut. Pas toujours, mais la douleur psychologique, il y a parfois des gens seuls, des gens isolés ou des gens qui ont d'autres pathologies qui font que ils ont des handicaps multiples. Il y a des gens mutilés aussi, il y a des gens porteurs de stomie. Il y a des patients qui ne peuvent plus communiquer parce qu'ils ont une trachéotomie pour X raisons. Donc il y a aussi le délabrement lié à une maladie neurologique, une maladie de Charcot, un patient cortiqué qui va prendre conscience qu'il va mourir dans des conditions difficiles. Donc cette souffrance, cette douleur, on appelle ça la souffrance globale. La souffrance globale, c'est beaucoup de douleur physique, mais c'est aussi la douleur psychologique, la douleur sociale, parce que le patient, on voit bien qu'il devient un poids énorme pour ses proches, et la douleur spirituelle, s'il a effectivement des convictions personnelles. Et c'est le moment où il prend conscience que sa fin de vie peut être proche, ou en tout cas se présente maintenant dans un délai plus ou moins court. Et là, c'est un bouleversement psychologique. Est-ce que c'est une question qui revient qu'est-ce qui me reste à vivre? Est-ce que c'est une question que les patients vous disent? Docteur, quel temps me reste-t-il? C'est une question assez fréquente et surtout très fréquente, c'est surtout les familles aussi qui nous posent cette question-là. Après, voilà, nous on est humbles, la médecine n'est pas une science exacte, donc
on y répond vraiment, la famille insiste avec des fourchettes. Mais voilà, encore une fois, il y a, pour répondre à votre question de tout à l'heure, donc ça, les soins palliatifs ne sont pas une spécialité au jour d'aujourd'hui, mais on sait que potentiellement ça va le devenir, d'après les derniers textes de loi. Et également, c'est vrai que d'un point de vue utopique, le mieux, ça serait du coup que chaque médecin prenne le patient de A à Z et du coup fasse des soins palliatifs. Ça, c'est dans la vision idéale, en fait. Oui. Je sais qu'en fait, le patient soit pris de A à Z par tous ces médecins. Et presque, en fait, dans un monde idéal, les USP n'existent plus parce que tout le monde prend en charge du coup les soins palliatifs Et dans ce monde idéal que vous disiez, avec la médecine de ville qui aujourd'hui, les médecins de ville veulent un changement aussi dans leur vie. On se souvient tous du médecin de famille, corvéable à merci, qu'on pouvait appeler à n'importe quel moment. Aujourd'hui, c'est assez cadré, ce sont des heures bien déterminées, souvent ils ne travaillent pas le week-end, donc c'est compliqué aussi de faire un accompagnement en fin de vie avec un médecin de ville qui est souvent, il y a beaucoup de médecins traitants, il y en a de moins en moins de médecins traitants. Et il y en a traitants. de moins en moins. Je crois que c'est 25% de la population pyrénéenne. Sur le département, on a 15 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant, avec 5 000 en maladie de longue durée. Ça fait beaucoup. Oui, les chiffres font peur. Oui. Et avec des médecins qu'on sait, certains vont partir à la retraite. Et on va dire qu'une patientèle pour un médecin, c'est à peu près 1000 patients, c'est ça? Donc quand un s'en va, il y a 1000 patients qui se retrouvent. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a un département en plus assez âgé par rapport au reste fragile, donc. de la France métropolitaine. Également, voilà, en plus assez rural aussi. Comment donc, vous l'expliquez, vous qui avez un regard un peu sur ce manque d'attractivité d'un département qui il fait bon vivre dans les Hautes-Pyrénées. On a un aéroport, on a le TGV qui passe, on a les montagnes, on a la fibre pour du très haut débit. Enfin, ce sont des choses qui des fois bloquent des. Les médecins, ils aiment bien se retrouver dans les grandes villes, dans les grands plateaux, dans des grandes. Là, ça sécurise. Ça, c'est autre chose. C'est un débat où on peut en parler très longtemps. Pendant des heures. Après, il faut savoir quand même qu'en fait, je crois qu'il y avait quand même une démographie qui était quand même déficitaire dans les Hautes-Pyrénées, mais il y a quand même de plus en plus de médecins qui s'installent. C'est quand même relativement attractif par rapport à d'autres départements. Je sais qu'il y a quelques années, on était au niveau de Mayotte. Là, ça a bien changé, avec du coup des internes qui restent sur le département. Après, voilà, je sais que le docteur Hervé Gachis, qui travaille du coup avec les internes du département, qui les fait venir. Et dans une politique, quand même, je pense qu'il y a par rapport à d'autres départements, on n'est pas à plaindre. Il faut surtout quand on voit les chiffres par rapport au nord de la France. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses qu'il faut améliorer. La démographie médicale va s'améliorer, mais malheureusement, ça prend du temps. Pour former un médecin, voilà, il faut une dizaine d'années. Après, voilà, je pense qu'il faut également repenser le système de soins français. Mais bon, là, on est sur un autre débat, voilà. Mais qu'on pourra tout à fait avoir, si vous le souhaitez. À un autre moment, peut-être. C'est un autre moment. On va revenir un petit peu à l'USP. Avec justement ce que vous proposez pour les gens. Vous avez une salle pour les familles, quelque chose où ils soient à l'aise, où les gens puissent visiter, venir voir le patient pour pas qu'il se sente trop seul. Il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits dans ce sens. Oui, exactement. Alors c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment imaginé l'USP comme un lieu de vie. Et donc on a mis le patient au cœur de nos préoccupations, mais également les aidants, qu'on a tendance à oublier, mais nous on a essayé de ne pas les oublier. Donc nous on a conçu cette USP du coup au 3e étage de l'établissement, avec toutes les vues qui sont orientées au sud, donc avec une vue sur les Pyrénées, nos belles montagnes des Hautes-Pyrénées. Et également du coup en enfilade de ce 3e étage, il y a une salle de spectacle. Là c'est un peu l'histoire de l'Arbizon, où c'était vraiment le centre de rééducation où les gens venaient se reposer. Et donc du coup il y a un peu d'animation à ce niveau-là, avec en enfilade du coup un plateau technique avec des kinés, et également des box individualisées pour faire des prises en charge individuelles pour les patients en soins palliatifs qui ont des fois en plus une perception différente de l'image corporelle, donc il va être seul aussi. Donc dans cette petite salle, il peut y avoir de la réflexologie plantaire, de la relaxation. Il y a également des kinés qui sont formés à des thérapies du coup digestives qui permettent du coup d'éviter de mettre des traitements. Nous, en fait, tant qu'on peut éviter les traitements, pour nous, le meilleur traitement, c'est l'humain. Donc, au niveau psychologique, au niveau médical aussi, mais tout au niveau paramédical. Et suite, du coup, à cette salle de kinésithérapie, il y a un salon des familles qui a été aussi pensé, aménagé. Et on a mis une place, du coup, comme je vous disais, avec les aidants au centre aussi. Chaque famille peut dormir dans la chambre du patient. On a également une chambre au 4e étage de l'établissement, un peu à distance, pour que les familles puissent venir, si elles viennent de loin, sans avoir tout la vie du service, mais en tout cas être proche du coup des personnes hospitalisées
hospitalisés, et également l'Arbizon. Donc là, c'est tout le côté technique, mais le côté humain, comme je vous disais, avec des soins de support qui sont un petit peu plus rares. On a mis en place du coup une musicothérapeute qui vient tous les lundis dans notre établissement. On a également de la médiation canine, de la médiation équine avec des chevaux qui viennent du coup une fois par semaine. On a une sophrologue qui vient, une socio-esthéticienne. Voilà, on essaye vraiment tout ça, c'est des petits temps où le patient oublie sa maladie et des fois du coup oublie sa douleur aussi. C'est des choses qu'on essaie de développer le plus possible. Alors, la famille, vous disiez souvent, la problématique pour vous, c'est gérer, c'est plutôt la famille presque que le patient. Ça peut arriver. Oui, pour ça. Je vous vois sourire. Oui, non, parce que je pense que toutes les personnes qui travaillent en soins palliatifs voient ça, c'est les difficultés avec les familles qui viennent de loin, des fois où les patients, dans un but de protéger leurs proches, n'ont pas aussi annoncé la maladie et en fait, ils découvrent en fait que leur frère, leur sœur ou leur père sont dans une unité de soins palliatifs et donc il y a tout ça à expliquer. Donc on revient de loin et c'est vrai que des fois, dans certaines pathologies, alors à défaut, les médecins manquent de temps aussi, des fois, les informations n'ont pas été très claires pour le patient et le patient ne sait pas où est-ce que c'est situé, est-ce que je suis en soins palliatifs. Alors que la famille le sait. Et la famille le sait. Voilà. Donc on manque des fois au patient qu'il est en service de soins palliatifs. Par insuffisance de communication. Un patient qui pose directement la question, moi je réponds, je ne mens pas au patient. Par contre, s'il ne me pose pas la question, je ne vais pas imposer l'information. Voilà, c'est ça la différence. La différence est... Mais on ne ment pas au patient. Non. On va essayer d'avancer parce qu'on a ce sujet aussi d'oncologie. Vous avez un petit peu répondu avec tous les soins de support que vous mettez en place. Mais vous avez un service d'oncologie, mais on ne fait pas de traitement de chimio chez vous, mais vous les prenez avant, pendant et après. Exactement. Du coup, c'est ce qu'on a développé. Et c'est quand je suis arrivé, depuis que je suis arrivé, je développe ça. Du coup, c'est sur le 2e étage de l'établissement. Du coup, 16 lits pour des patients en oncologie. Donc, où on met en place des soins, ce qu'on appelle des soins oncologiques de support. Il faut savoir, en cancérologie, du coup, il y a le traitement du cancer, qu'on appelle le traitement spécifique, qui sont classiquement la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie. Et tout ce qu'il y a autour de ça, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Et il y a des études qui ont montré que mettre en place les soins de support le plus tôt possible augmente l'espérance de vie du patient, même des fois de 30%. Et surtout, ça augmente la qualité de vie. D'où l'importance de le mettre en place dès le début. Et c'est vrai qu'au Canada, ils ont développé ça de manière très importante. Et moi, quand j'ai visité l'Arbizon, c'est ce que je me suis dit, on pourrait très bien faire un centre de soins oncologiques de support ici. Et c'est vrai que du coup, on prend les patients dès le diagnostic. Certains sont adressés chez nous dès le diagnostic du cancer, pour, si vous voulez, les requinquer, comme on dit un peu dans le sud-ouest, avant la chirurgie ou avant la chimio. Également, on les prend en charge pendant les traitements, si les traitements ne sont pas bien supportés. Classiquement, il y a des nausées, des symptômes, il peut y avoir des douleurs. Donc, on équilibre tout ça. Il faut savoir également que les chimiothérapies peuvent déstabiliser des pathologies qu'il y avait avant. Un patient qui avait un diabète, la chimiothérapie, elle va totalement déséquilibrer. Et donc, il faut être là pour le rééquilibrer. Et donc, également, on l'équilibre avant. Il faut qu'il soit parfaitement équilibré avant le traitement, pendant et après également. Du coup, toute votre spécialité sur les soins palliatifs viennent là au service du traitement pour les soins oncologiques. Oui, et c'est vrai que... Un peu la même dynamique. C'est un peu la dynamique, et c'est vrai que quand même, les soins palliatifs, l'oncologie est pourvoyeuse de soins palliatifs, parce que c'est vrai que classiquement, dans les services de soins palliatifs, il y a 30 à 40% des patients qui viennent d'oncologie. Voilà. Après, pour reprendre le côté oncologique, il faut savoir que maintenant, on guérit plus d'un cancer sur deux. Voilà, il y a tous les patients qui ont un cancer ne vont pas en soins palliatifs. Voilà. D'où l'intérêt de la prévention. Donc ça qu'on oublie beaucoup en France. Et la prévention également, après avoir eu un cancer, la prévention des récidives. Et donc c'est pour ça qu'on a également développé un hôpital de jour, du coup oncologie, où on continue à suivre les patients après leur traitement pour les remettre au sport, leur donner des bonnes règles hygiéno-diététiques, parce qu'on sait qu'une activité physique régulière diminue le risque de récidive pour le sein et le côlon de 30%, avec si on va marcher 40 minutes 3 fois par semaine. Donc ça c'est très important. Mais pour tous les niveaux. Pour la cancérologie, mais également pour les problèmes cardiovasculaires, le sport, c'est indispensable. Et qui dit soins palliatifs en oncologie, il dit toujours soins pluridisciplinaires. Oui. Voilà, c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui ne peut être que positive pour la personne. Ça peut être aussi l'assistance sociale, c'est-à-dire revoir les problèmes posés, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas revenir chez eux, c'est impossible. Pas de famille, situation. On vit à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur, les gens handicapés, il y a toute une problématique sociale qui peut se poser. Le psychologue, qui prend une part très importante aujourd'hui dans le suivi à la fois du patient, mais aussi des proches. Et des soignants parfois. Quand la situation est très compliquée et très longue, il y a quelques soignants qui peuvent se retrouver en souffrance. Donc, soins de support oncologique et soins palliatifs, les équipes
C'est une façon simple de faire de la médecine, en fait. C'est écouter les patients, avancer avec eux en pluridisciplinaire, en équipe. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre un médecin dire ça. Non, après, voilà, je voulais dire que le psychologue suit également les familles en deuil, c'est endeuillées. Oui. C'est-à-dire, même après le décès du Après le patient, décès. il continue du Ah, coup d'accord. à suivre également. Alors, il y a quelques rares cas, Oui. il n'y a pas énormément de demandes, mais bien sûr, il suit également les familles. Quand on ne se sent pas bien, vivre le deuil, c'est aussi compliqué. Mm. On avance un petit peu, puisqu'on va parler maintenant de la place donnée à la spiritualité et aux religions. Voilà, je pense que sur tous les patients que vous avez, il y a des gens qui ont la foi chevillée au corps, hein, quelles que soient les religions. Mm. Comment là, vous faites, vous, médecin, pour associer les soins palliatifs et la religion? Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, le propre des soins palliatifs, c'est une prise en charge de la globalité du patient, et également une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc c'est vrai que nous, on a accès du coup à tous les ministres du culte, de toutes les religions, avec également, alors ça c'est qu'on a des bénévoles laïcs qui viennent aussi voir les patients, mais on a aussi... Ce qu'on appelle les visiteurs de malades. Hein. SP2, Ouais, la Société pyrénéenne. Oui, des Les soins palliatifs, oui. Voilà, Et la Ligue aussi, les bénévoles de la Ligue. Alors, ce sont des personnes qui ne sont pas soignantes et c'est important parce que du coup, le patient peut leur dire des choses, comme elles ne sont pas soignantes, différentes qu'aux soignants. Donc, c'est vrai que ça peut permettre de faire remonter certaines choses par moment. Et on peut une autre définition, c'est donneur de temps. C'est que les soignants, ils n'ont pas de temps et eux, ils ont beaucoup de temps. Donc, ça, c'est pour ça que nous, ils viennent chez nous, du coup, 2 fois par semaine. Mais également, pour les patients catholiques, on a une convention, du coup, avec des bénévoles catholiques, donc qui peuvent venir également. Alors, c'est qu'à la demande du patient, bien sûr, parce qu'on est un service laïque. D'accord. Mais voilà, on a une convention avec eux aussi. Mais les portes ne sont pas fermées pour n'importe quelle Absolument religion. pas. Exactement. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Et on a aucun des numéros cas, de tous les ministres voilà. du culte, du département, même des On peut bouddhistes, faire juifs, musulmans, on a le musulman, enfin voilà, on a même plusieurs types de musulmans. Voilà, on essaye d'être le plus diversifié possible. Et s'il y a d'autres religions qu'on oublie, nous on peut Le témoin de Jéhovah aussi. aussi, exactement. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Deux sujets encore rapidement. La Ligue contre le cancer, vous avez signé un partenariat avec eux aussi pour ces soins de support. Alors là, C'était c'est important pour vous? Oui, c'est important pour nous de travailler bien sûr avec la Ligue. Donc, c'est des soins de support oncologique dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que nous, à l'Arbizon, on a mis à disposition de la Ligue contre le cancer un local, donc une pièce dans notre établissement pour les patients extérieurs. Ce n'est pas les patients hospitalisés, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, les patients hospitalisés Vous en ont occupez déjà nos propres soins de support, mais c'est pour ouvrir les soins de support à l'extérieur pour les patients qui ont eu un cancer ou qui ont eu un cancer, et avec, comme je vous disais, l'importance de la continuité avec l'activité physique sur le long terme, parce que c'est l'activité physique sur le long terme qui permet de diminuer les récidives. C'est le long terme qui est important, et c'est pas juste d'en faire un petit moment donné. On va beaucoup parler de la fin de vie là dans quelques mois, dans 2 mois, 2 petits mois au Parlement, avec 2 lois, non pas une. Alors j'aurais voulu avoir votre position. Est-ce que pour vous c'est complémentaire? Donc, une loi sur la fin de vie, hein, et puis l'autre sur les soins palliatifs. Donc, j'ai découvert qu'en fait, elle était décomposée en 2 lois qui avaient l'air de vous satisfaire, au moins qu'elles soient... C'est personnel. C'est personnel, Peut-être d'accord. que Cédric n'a pas la même... Non, mais n'a pas la même Bon, conviction. là, on est dans un pays de rugby, Voilà. il vous a lancé le ballon. Voilà. Ma conviction qu'effectivement, il faut bien dissocier les 2 projets. Ouais. L'un concerne ce que nous faisons, essayons de faire depuis des années, c'est-à-dire développer les soins palliatifs. Ce n'est pas une religion, développer les soins palliatifs. C'est vraiment nécessaire pour les gens que nous sommes, pour nos parents, pour nos proches, pour la population. Il faut vraiment que la fin de vie soit prise dans de bonnes conditions et qu'on suive au plus près le désir du patient pour lui-même. En même temps, il faut mettre en place aussi tous les moyens financiers pour que ces outils puissent être efficaces. La deuxième problématique, c'est-à-dire passer à autre chose. Actuellement, les soins palliatifs, il y a toute une dynamique, il y a un monde professionnel qui est extrêmement investi, qui est très efficace, mais qui en aucun cas, lui, acceptera de passer à l'acte, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que les lois actuelles permettent, les lois Claes-Leonetti, c'est-à-dire la limite, ce sera la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, sous réserve que le cahier des charges soit vérifié. On passe totalement à autre chose en discutant du suicide assisté, voire de l'euthanasie. Aide active à mourir dans notre condition, qui existe déjà dans d'autres pays européens, au Canada, dans certains États américains, en Espagne sous certaines conditions. Bref, donc la population qui a très peur effectivement d'affronter
cette fin de vie, cette agonie, ces difficultés de la fin de vie, pour l'avoir vécu autour d'eux, c'est une évolution de la société on veut court-circuiter la phase agonique. Donc on va avoir le droit de pouvoir mourir avant et de ne pas vivre cette période abominable d'inconfort, de souffrance diffuse, de mutilations multiples, et on ne veut pas peser non plus sur notre famille, sur nos proches. Donc on veut que ça se termine quand on l'aura décidé. En même temps, c'est une liberté aussi, certains le vivent comme une liberté, une dernière liberté à défendre. Il y a eu l'IVG, là c'est la défense, je veux mourir quand je l'ai décidé. La question qui va se poser, c'est qui va agir. Et là, le problème va se poser. Et la loi va peut-être mettre un cadre, va peut-être autoriser avec un cahier des charges et mettre des formes avec la maison d'accompagnement dont on a déjà parlé. Mais après, ça va être beaucoup plus complexe à mettre en place. Le Québec, qui avait légalisé l'euthanasie dans les hôpitaux il y a 7, 8 ans, 9 ans peut-être, un peu plus, ont eu les pires difficultés à faire respecter cette loi parce qu'aucun des médecins hospitaliers ne voulait passer à l'acte, ne voulait réaliser cette demande-là. Donc, en France, il y a un cheminement qui se fait. Il faut absolument éviter que cette deuxième loi débouche sur des difficultés hospitalières ou médicales à faire ou à ne pas faire, et qu'on se retrouve avec des euthanasies un peu sauvages ou des situations mal contrôlées, mal accompagnées, mal vérifiées au domicile ou ailleurs. Voilà. Mais c'est un vrai défi. Pour moi, il faut bien différencier les deux projets. Voilà. Et comment les raccorder, ça va être la difficulté. Voilà. J'estime que tous les soignants formés en soins palliatifs sont en capacité de valider la demande d'un patient, y compris pour un suicide assisté, y compris pour une euthanasie. Parce qu'ils vont évaluer la situation en pluridisciplinaire, avec une certaine expérience. Ils vont dire oui, ce patient pourrait bénéficier. Mais après, qui va faire? Voilà. Et ça va être le projet de cette deuxième loi qui doit absolument y répondre. Alors, dans le projet de loi, il y a peut-être un membre de la famille, ça peut être un infirmier, ça peut être le médecin traitant, ça peut être n'importe qui, mais bon, c'est peut-être pas si facile. Vous parlez peut-être d'une peur de dérive. Oui, alors après, parler sujet en quelques minutes, c'est très compliqué. C'est compliqué de parler oui. On va synthétiser ma pensée. C'est vrai qu'en synthétisant, du coup, on fait des erreurs, du coup, forcément. Oui. Après, moi, je disais, il y a deux grands versants. Il y a le côté, du coup, humanité, où on peut peut-être l'entendre si c'est vraiment, on est dans un champ de bataille, quelqu'un meurt devant nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'accompagner en tant qu'homme. On peut l'imaginer. Mais après, au niveau législatif, du coup, c'est toutes les dérives potentielles. C'est ça qui font peur, avec également, surtout, un changement de société. On a une société qui a de moins en moins de temps, dès qu'il y a des problématiques, on change, il n'y a qu'à voir le taux de divorce aussi, ça explose. Et de la même manière, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'équilibrer un traitement pour la douleur, ça prend du temps. Et si demain, le patient dit, en fait, il veut l'euthanasie, pourquoi s'embêter, équilibrer la douleur? En fait, il n'y a qu'à l'euthanasier et en fait, on va diminuer la réflexion. Après, je synthétise, du coup, voilà. Oui. Voilà, c'est un peu compliqué de voir ça. Et c'est vrai que, pour moi, peut-être une des voies de réflexion, c'est se dire qu'en fait, les experts du coup de la fin de vie actuelle, ils se trouvent dans les unités de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est ça qui est important, parce qu'un patient ne dit pas la même chose au psychologue, à la famille, au médecin. Il y a beaucoup de familles qui disent, mon père demande à mourir, sauf qu'en fait, au médecin, il n'en parle jamais, parce que le médecin, il a la capacité de mettre la sédation. Et donc, en fait, c'est que c'est un appel au secours, c'est qu'en fait, il ne veut pas vraiment mourir. Il faut savoir pourquoi il y a ce cri d'alerte. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour moi, peut-être une des voies pour sortir un peu de ce débat vers le haut, en tout cas pour pousser un peu la réflexion, de se dire que peut-être que c'est aux unités de soins palliatifs, via une hospitalisation de 3 à 4 semaines, reste à définir les critères précis, et bien une fois que le patient a bénéficié de prise en charge pluridisciplinaire, de toutes les innovations au niveau des traitements médicamenteux, au niveau de la douleur, au niveau de la prise en charge psychologique, avec une prise en charge pluridisciplinaire, et bien peut-être qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines aussi, en fait on a tout mis en place, et malgré tout ça, le patient est équilibré, mais malgré tout, il y a toujours cette demande de mort. Voilà, et là, comment on y répond? Et peut-être que suite à cette hospitalisation,
on pourrait imaginer que l'USP dise, bon ben voilà, il est dans les critères, donc il peut accéder à cette aide active à mourir. Et du coup, après, voilà, il reste à définir qui la fera. Voilà, parce que c'est vrai que ça ne fait pas partie d'un soin, comme je vous l'expliquais, au sens où, en fait, par simplicité, ben, le médecin traitant, quand il y a un patient en soins palliatifs à la maison, il est appelé 10 fois par jour par les infirmières libérales, il a la pression de la famille, et bien, du coup, par simplification, pardon, Oui. et bien, il va accéder, du coup, facilement, du coup, à cette demande. Alors, est-ce que c'était une demande qui était réelle, psychologique ou totale peine, c'est une souffrance globale, comme on dit, ou en fait c'était aussi peut-être le syndrome du fardeau, en fait voilà. Donc en fait le côté social, parce que c'est les chiffres qui sont sortis du coup au niveau du Canada, c'est 42% des euthanasies sont demandées en fait par suite du coup à l'impression des patients d'être un poids pour leurs proches. Donc il y a le côté social, voilà. Et pour ne pas clore le débat et pour en rajouter un petit peu une couche de réflexion, c'est aussi, il faut savoir pourquoi demander du coup aux médecins du coup d'intervenir sur la fin de vie des patients alors que c'est plus un problème sociétal. Voilà. Il n'y a qu'à voir les dérives en Belgique avec du coup des jeunes patients de 16 ou 17 ans, une jeune fille qui avait un syndrome dépressif, qui avait été voir plusieurs psychiatres. Il y avait plusieurs traitements antidépresseurs qui avaient été essayés, aucun ne marchait. Mais finalement, on dit bon, c'est une maladie incurable, mais du coup, euthanasie. Également, du coup, c'était un jeune transsexuel qui dit je suis né dans le mauvais sexe, du coup, ben, ça c'est incurable, mais du coup, euthanasie. Donc là, on arrive quand même. Ça, Ah oui, c'est oui. des problèmes C'est pour moi. radical. Oui, mais en fait, encore une fois, je vous dis que je synthétise parce Oui, que oui. j'ai pas beaucoup de temps, Oui. et donc on pourra en Oui. parler plus longtemps. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des dérives possibles. Et là, ce ne sont pas des problèmes médicaux, au fond. Là, ce sont des problèmes de société. Pourquoi il y a ce mal-être, voilà. Et pourquoi, du coup, demander la question au médecin alors que ce n'est pas médical. Peut-être, il faudrait élire un jury populaire de 100 personnes. La personne se présente et il dit, non, mais ce n'est pas médical, ça. Et donc, du coup, dire, ben, en fait, le jury a dit, ben oui, vous avez droit, du coup, à une aide à mourir parce que on trouve que c'est intolérable. Donc pour vous, il faut Alors, que j'ai ce pas soit- du tout répondu à la question. il faut que mais ce soit voilà. strictement encadré de toute façon. Oui. Oui. Et Qu'il y ait des barrières. Juste rajouter un petit point, parce que ça, c'est pas très bien connu un petit peu de la population, c'est que là, on a un outil aujourd'hui qui est la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Dans 95% des cas, ça se passe très bien. Et que 30... Voilà, le patient décède dans des conditions de confort. Mais il y a des fois où le patient, je crois que vous avez parlé d'une expérience personnelle, mais il ne meurt pas tout de suite. Parfois, la situation fait qu'il est bien sédaté, il n'est pas conscient, il n'est pas douloureux, mais ça tient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, 10 jours. Et on a un épuisement des aidants. Bon, j'ai connu des situations extrêmement aiguës, c'est personnel, hein, avec des enfants qui nous traitaient de tout, en nous disant qu'on ne ferait pas ça à un chien, qu'on ne ferait pas ça à un animal. La personne était très bien sédatée, pas du tout douloureuse, bien sûr, dans les termes de la loi, mais elle ne mourait pas. Et ils Elle voulaient était être là. là. Et ils s'épuisaient. Ils étaient là jour et nuit, ils se relayaient. Et au bout de 4 ou 5 jours, ils ont, comme on dit vulgairement, pété les plombs. C'était pas possible. C'était pas possible. C'est une, je voulais dire, des limites de la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, qui dans 95% des cas est très utile pour les médecins que nous sommes. On si on la positionne bien. aurait quelque part cette solution-là, c'est-à-dire la sédation Moi, profonde. on rassure beaucoup les patients, quand ils sont vraiment en situation d'échec thérapeutique, le fait de savoir qu'à un moment donné, parce que beaucoup ne sont pas informés, qu'on peut les endormir profondément jusqu'au décès, ça va casser une angoisse, ça va permettre d'avancer beaucoup plus et peut-être d'enlever un poids dans la tête des gens. Vous me disiez quand même qu'une personne qui souffrait voulait mourir, mais une fois que vous aviez calmé sa douleur, quand la douleur disparaissait ou au moins était pratiquement nulle, Oui. eh ben là, on souffle. Elle passait à autre chose. Elle passait à autre chose. On ne veut plus mourir, quoi. Donc, Non, effectivement, les soins palliatifs, c'est là où ils ont toute leur importance et ils sont peut-être même une solution à devoir peut-être mettre une loi. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est très important de mettre 2 lois, de faire ça en 2 lois. C'est que tout le monde est d'accord qu'il faut développer les soins palliatifs. Et c'est vrai que bien souvent, il y a des patients qui sont douloureux chez nous. Ils arrivent en disant je préfère mourir plutôt que d'avoir mal. Et c'est vrai qu'une fois qu'on traite la douleur, ils n'ont plus cette demande. Alors ça, c'est qu'on est tout à fait d'accord pour développer les soins palliatifs, les développer dans les structures, au niveau des personnels aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a un manque de formation des personnels, des médecins généralistes aussi. Je crois qu'on n'a eu que quelques heures de formation, qu'on voit la complexité de ce que c'est. Également, juste pour revenir sur la loi Claeys-Leonetti, il y a moins de 5% de la population qui sait vraiment ce que c'est. En fait, ils ne savent pas ce que c'est la loi Claeys-Leonetti, ils ne savent pas qu'ils ont
possibilité de faire des directives anticipées et d'avoir accès à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. 30% des soignants seulement la connaissent. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail à faire. Et donc, c'est vrai que le premier travail, c'est déjà de mettre en place des soins palliatifs. Et s'il y a des soins palliatifs efficaces, il y aura beaucoup moins de demandes d'euthanasie ou de suicide assisté. Mais c'est vrai que la loi actuelle ne répond pas à tout non plus. Voilà, ça, il faut être honnête aussi. Aucun projet ne répondra. Et ne après, répondra à ce sujet. faut-il faire une loi sur tout aussi? Voilà. Donc, c'est la question aussi. Et là où il n'y a pas de loi, il y a l'éthique, comme je Il y a disais tout à l'éthique. l'heure. Voilà. On va finir sur cette belle phrase. Si on veut plus de renseignements, est-ce que on peut, les gens qui écouteront peut-être notre entretien, ils diront tiens, mais voilà, moi j'ai un cas à côté. Est-ce qu'on peut prendre le téléphone et appeler quelqu'un chez vous à l'Arbizon ou qui on appelle si on veut avoir des renseignements? Comment on fait? Alors, l'USP a un numéro fixe qui peut être accédé. On peut, nous, être joints directement soit par le numéro de l'unité soins palliatifs, soit par l'admission de l'établissement, qui nous joindra. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Donc, le MG, l'Arbizon, vous avez un numéro en tête ou on fait simplement on regarde sur Internet, on regarde l'Arbizon. C'est que du coup, c'est qu'on a inauguré notre USP du coup il y a un mois et c'est que je connais pas le numéro de l'USP par cœur. Il y a une plaquette qui se diffuse. D'accord. Et sinon, via le standard de l'Arbizon, alors après, je sais pas, ça dépend pourquoi il faut nous appeler. Alors pour hospitaliser des patients, oui, ou si c'est les familles. D'ailleurs, est-ce que c'est les familles ou est-ce qu'on est obligé de venir avec un médecin traitant ou le médecin? Toutes les situations sont possibles. Toutes les situations demande du possibles. médecin traitant, ça peut être un malade qui est déjà pris en charge dans le cadre des soins palliatifs au domicile, qui peut dire ça marche plus, je peux plus à la maison, je peux venir. Ça peut être l'HAD, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être les urgences. On a beaucoup de patients qui arrivent des urgences, des différents hôpitaux. Même des patients qui arrivent de très loin. Voilà. Mais vous avez que 10 lits. Oui, que 10 lits. Alors après, nous avons 10 lits sur l'unité de soins palliatifs, mais l'Arbizon, il y a également 6 lits identifiés en soins palliatifs. Donc ça, c'est vrai que c'est pour des patients qui sont moins symptomatiques, mais on peut les prendre aussi sur ces lits. Et après, il faut savoir que moi, je suis du coup un médecin, comme le docteur de Rosa, de l'ancien réseau Arcade. Donc du coup, je suis dans Résapi. Et c'est qu'il y a, dans ce cadre-là, j'ai un rôle aussi de coordination. Je vais au domicile des patients. Mais c'est vrai qu'on est un petit département. On connaît tous les médecins du département qui font partie des équipes mobiles de soins palliatifs, également des médecins qui ont des lits identifiés en soins palliatifs. Et donc, il n'est pas rare que des fois, les urgences m'appellent, on n'a pas de place, mais on s'arrange pour trouver des places par téléphone. Et ça, pour le moment, on a réussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même des lits disponibles. Il faut juste connaître... Puis après, il y a des lits. Mais si on doit prendre un patient sur un autre service en oncologie, même si c'est soins palliatifs, comme les compétences sont les mêmes, les équipes sont les mêmes, on le prendra quand même. Oui, si c'est vraiment une situation d'urgence, c'est sûr. Même s'il n'est pas sur l'USP. Un grand merci à tous les deux, docteur Cédric Mignonat, docteur de Rosa Melchior, merci. Et puis on va saluer tous les gens aussi qui vous accompagnent, parce que voilà, la fin de vie, vous l'avez fait pendant des années aussi de façon bénévole. Vous êtes là et heureusement que vous êtes là. Et puis un médecin, il est là pour prolonger la vie, non pas pour l'enlever. Donc on peut aussi dire que la médecine a évolué et que là où on mourait à 30-40 ans, maintenant on arrive à 80-90 ans et qu'il y a eu une évolution. Et donc en fait la médecine elle est là pour guérir, essayer au moins et de prolonger la vie que de la supprimer. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci. Et puis on salue toutes les équipes de la MGN l'Arbizon à Bagnères de Bigorre pour à la fois cette unité de soins palliatifs et les soins oncologiques de support que vous distillez régulièrement. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci à ma Delphine. Oh, ben, merci à vous. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. L'heure de pointe, Philippe Subercaz.